Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être de nôtres sur pravda.ru. Moi-même, Alexandre Artamonov, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thierry Meyssan dans nos studios de façon virtuelle par Skype à partir de la Syrie, du Proche-Orient. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Eh bien, il se trouve que Thierry Meyssan n'est pas présenté. Ça me ferait tout drôle que de le présenter au public français parce que tout le monde le connaît, que l'on soit français ou russe. Et bon, Voltaire.net est un site bien connu, il fait plus d'1 million de visites tous les jours à titre journalier. Et qui plus est, excusez-moi de faire un peu la pub Thierry, je dis tout de même qu'il y a à peu près 1 million de visites tous les jours sur le site Voltaire. Thierry Meyssan, lui, il se trouve au Proche-Orient à titre permanent. Et pour moi, enfin, je lui tire mon chapeau, est quelqu'un qui est présent en première loge de l'actualité internationale franco-syrienne, russo-syrienne et tout ce que vous voulez, parce que la Syrie est un peu le pilier de la politique actuelle. Alors, la question que j'aimerais poser à Thierry Meyssan ne serait pas donc du domaine syrien, mais porterait plutôt sur le pourtour méditerranéen, sur la Méditerranée et la mer Noire qui est adjacente par rapport à la Méditerranée. Il se trouve que Jean-Yves Le Drian, qui lui non plus n'est pas présenté parce que c'est le ministre de la Défense français, vient tout juste, il y a un jour, de nous apprendre, ça a été un peu plus qu'un jour, ça a été le 11 septembre, que maintenant la flotte française serait présente à titre permanent en mer Noire, et cela rimerait un changement de politique de l'OTAN en Méditerranée et mer Noire. Alors, ma première question porte justement sur cette politique de l'OTAN, la politique aéronavale, par rapport à ce que font les Russes. Parce qu'on sent que les Russes et les Chinois sont maintenant très actifs en Méditerranée aussi. Et comment c'est vu par le grand analyste que vous êtes, Thierry? Quel est votre point de vue? Alors, d'abord pour ce qui est de la présence française permanente en mer Noire, c'est quand même une forme de permanence un peu particulière parce que les traités n'autorisent pas les bateaux occidentaux à venir plus de 21 jours dans la mer Noire. Donc cette présence permanente, ça va être une succession de bateaux qui vont se remplacer les uns les autres. Je ne pense pas que ce soit là une politique très nouvelle. L'OTAN a déjà ce genre de permanence en mer Noire depuis plusieurs années, et spécialement depuis le coup d'État de Kiev. D'accord. Ensuite, pour ce qui est de la Méditerranée en général, c'est une mer qui a une histoire et qui représente des enjeux pour certains pays. Alors, cette histoire, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas une histoire conflictuelle entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais tout au long des siècles, entre l'est et l'ouest de la Méditerranée. Et ensuite, les États qui ont intérêt à s'y trouver, eh bien sûr, ce sont la France et la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis, la Russie, et on l'a beaucoup oublié, la Chine, puisque à la fin de l'Antiquité, la Méditerranée était une mer chinoise. D'accord. Bon, ben, c'est tout noté. Et par contre, si on revenait un peu sur la mer Noire, je voulais juste vous faire part d'un bateau, d'un bâtiment qui, donc lui, est présent tout le temps dans la mer Noire, un bâtiment français qui s'appelle le Dupuy de l'Homme et qui est un navire collecteur de renseignements d'origine électronique de la marine française. Oui, allez-y, allez-y Thierry. Oui. Bon, c'est un bateau d'espionnage, mais je ne pense pas qu'il va rester là-bas très longtemps parce que actuellement, l'armée russe a déployé en mer Noire le même dispositif qu'elle a installé préalablement ici en Syrie, autour de l'Atakié, et un dispositif qu'elle a également installé à la frontière allemande à Kaliningrad. C'est un dispositif qui lui permet de... Je ne sais pas comment dire, ça n'est pas du brouillage, mais ça lui permet de déconnecter les communications et les commandes de l'OTAN dans un rayon de 300 km à partir de la base qui émet ça. Donc là, depuis la Crimée, en fait, sur 300 km, on ne peut rien faire, rien voir, rien entendre. Donc je ne pense pas que ce bateau français va rester éternellement dans ces eaux-là.
D'accord, merci beaucoup de cette réponse, mais une autre question qui pour moi s'impose presque automatiquement, il y a une approche de l'OTAN qui a été plus ou moins exposée à Varsovie lorsqu'il y a eu ce sommet de l'OTAN qui a eu lieu cet été. On parlait de la mer Noire en termes de, je cite, lac russe. Donc un peu comme c'était le cas de la Méditerranée pour la France, pour l'Empire français du 19e siècle. Est-ce que vous êtes de ce point de vue? Est-ce que vous le partagez? Je pense que c'est excessif, mais c'est une manière pour l'OTAN de reconnaître qu'elle n'a pas trop son mot à dire dans ce qui se passe à cet endroit-là. D'accord. Et bon, enfin, comme vous occupez beaucoup de la Turquie, situation oblige, d'autant plus que la Turquie est un enjeu crucial, représente un enjeu crucial pour la Syrie. Il se trouve qu'il y a quelques années, c'est la flotte turque qui faisait la loi en mer Noire. Maintenant, la flotte russe viendrait donc de changer la donne, mais on se demande si les Russes peuvent vraiment faire bon ménage avec les Turcs. Qu'en dites-vous? Moi, je ne crois pas du tout au rapprochement entre les deux États tel que certains auteurs ont développé cette théorie depuis la tentative de coup d'État de la mi-juillet en Turquie. Je pense au contraire que ces deux pays sont fondamentalement ennemis, mais gravement ennemis, puisque d'abord dans les années 90, le terrorisme qui s'est développé dans le Caucase russe était soutenu par une organisation non gouvernementale turque, la Millî Görüş, et que le chef de la Millî Görüş, M. Erdogan, est maintenant le président de la Turquie. Donc il a une longue tradition personnelle d'affrontement et de déstabilisation de la Russie. Il se trouve que la Russie et la Turquie sont également opposés sur le théâtre syrien, même s'il y a aujourd'hui certaines évolutions par rapport à l'inquiétude que les Turcs ont de voir se constituer un État qui soit gouverné par le PKK en Syrie, mais c'est le seul rapprochement qu'il y ait entre ces deux États. Alors il y a eu un moment une rupture des relations économiques, celles-ci ont été rétablies, c'est très bien, mais l'économie, ça n'est ni la politique, ni les questions militaires. Et sur ce plan-là, je crois que l'opposition entre les deux pays est irrévocable. Ensuite, il y a tout au long de l'histoire eu énormément de conflits entre la Turquie et la Russie. La Turquie ne s'est jamais très correctement comportée vis-à-vis de la Russie et je ne pense pas non plus que cela va changer. Bien, on vous fait confiance parce que en fait, on a été tous plus ou moins surpris par ce virement, par ce retournement de situation. Comme vous l'avez dit, cette drôle de politique a suivi le coup d'État donc manqué en Turquie, d'Istanbul. Mais il y a aussi un point de vue qui est celui du Saker francophone, donc un périodique de langue française mais américain, qui dit que Vladimir Poutine pourrait jouer un peu aux arbitres entre Bachar el-Assad et Erdogan. Alors je ne sais pas trop ce que vous en pensez parce que l'idée me paraît assez exotique. Je pense que c'est une erreur d'analyse parce que il n'y a malheureusement rien qui puisse être négocié entre la Syrie et les pays qui l'agressent. La seule chose qu'on peut discuter, c'est d'arrêter la guerre, mais il ne peut pas y avoir de discussion au-delà de cela. Aujourd'hui, cette guerre n'existe que parce que des puissances extérieures, essentiellement la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, à la demande des États-Unis, soutiennent militairement et financièrement des groupes armés venus du monde entier qu'on appelle rebelles modérés, mais ce ne sont pas des gens d'ici, donc je ne sais pas pourquoi on les appelle rebelles, et ils ne sont pas modérés du tout, puisqu'ils pratiquent le terrorisme le plus spectaculaire qui soit. Donc, ils prétendent que Vladimir Poutine allait se servir d'intermédiaire entre ces deux groupes, c'est croire que la guerre ici serait une guerre d'intérêt partagé entre l'un et l'autre groupe. Mais malheureusement,
c'est une guerre existentielle, c'est pas du tout une guerre de ressources du côté syrien. Donc je pense que c'est une illusion vue des États-Unis. Et je crois que nos amis ont mal compris ce qui s'était passé en Turquie au cours de l'été. Il y a eu une tentative de coup d'État et il est très clair, tout le monde est d'accord pour dire que cette tentative a été organisée par les États-Unis. Mais il est également évident que cette tentative de coup d'État était faite pour échouer, puisque rien n'a été fait contre le président, rien n'a été fait non plus contre le palais présidentiel, qui est le centre névralgique du pouvoir en Turquie. Il y a un bunker gigantesque avec tout ce qu'il faut comme matériel là-dedans. Rien ne s'est passé à cet endroit-là. Donc si ce coup d'État devait échouer, il n'y a que deux manières d'interpréter cette tentative. Soit les États-Unis ont souhaité adresser un message au président Erdogan en lui disant qu'il devait se calmer et que sans ça, on passerait à l'acte, mais ça paraît peu probable. Soit les États-Unis l'ont organisé en bonne intelligence avec le président Erdogan, de manière à lui donner les moyens de réprimer son opposition, ce qu'il a fait immédiatement après. Et vous savez que cette répression n'a aucun rapport avec ce coup d'État, puisque certes au départ, il a arrêté quelques membres de l'organisation de Fethullah Gülen, son ancien allié, un homme qui n'a aucun rapport lui-même avec le coup d'État, puisque c'est un islamiste, alors que les principaux auteurs de ce coup d'État étaient des kémalistes. Mais aujourd'hui, il étend la répression à l'ensemble des groupes laïcs et à l'ensemble des groupes qui soutiennent la minorité kurde. D'accord, merci beaucoup de cette réponse étoffée. Et en fait, pour revenir un peu à la donne aéronavale et tout ce qui a trait à la Méditerranée, comme vous êtes en Syrie, alors vous seriez peut-être à même de nous répondre à la question sur le port du Tartous, parce qu'en fait, oui. Ce port a été transformé en base militaire russe depuis belle lurette. Mais il y a un article dans l'Observatoire géostratégique se trouvant d'ailleurs en Suisse. L'auteur nous est très bien connu parce que c'est un ami, il s'appelle Richard Labéguière. Et son dernier article en date d'hier, justement, ça a été publié le 15 septembre dernier, est intitulé « La Méditerranée n'est plus une mer occidentale ». Eh bien, il y parle justement des Chinois qui s'installeraient dans le port de Tartous à côté des Russes. Est-ce que vous confirmez, vous infirmez ? Non, ce que je confirme, c'est que une unité chinoise va venir faire des travaux dans le port de Tartous et qu'à terme, pas tout de suite, à terme, le port de Tartous pourra être utilisé comme escale par la marine chinoise. Mais pour le moment, il n'y a pas de soldats chinois ici en Syrie et d'une manière générale, l'armée chinoise refuse toute confrontation en dehors de sa zone d'influence avec les forces occidentales. C'est une chose qui est très importante à comprendre. Tout au long de cette guerre ici en Syrie, la Chine a refusé de s'impliquer au plan militaire. Elle s'est impliquée extraordinairement au plan diplomatique, elle a suivi la Russie dans la totalité de ses vétos au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais elle ne s'est pas impliquée au plan militaire et elle a même refusé de livrer du matériel à double usage, civil et militaire, que pouvait utiliser l'armée syrienne pour se défendre. Je pense notamment au fait que, vous savez que les djihadistes ont construit ici d'énormes systèmes de défense, quelque chose qui, dans sa dimension, était comparable à ce qu'a été la ligne Siegfried en Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. C'est le même volume de ciment qui a été utilisé. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et il y avait aussi toutes sortes de tunnels qui ont été creusés par les djihadistes, c'est-à-dire en fait par l'OTAN, et la Chine dispose de matériel qui permet de détecter ces tunnels et a refusé de les livrer à la Syrie.
C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Donc, je ne pense pas que le fait d'utiliser comme escale le port de Tartous aura, à court terme et à moyen terme, un impact militaire sur le conflit actuel. D'accord, merci beaucoup de votre réponse, mais puisqu'on parle de la confrontation avec ISIS ou avec Daesh, comme vous voulez, qui pour vous serait une projection de l'OTAN, on est loin de le contester Oui. d'ailleurs, parce que en fait, on sent bien qu'il y a, comme on dit, un cadavre dans le placard et que justement, c'est là où est le hic de ma question. Ah, il y a donc un chiffre qui a été avancé par une source française et qui donnerait jusqu'à 400 000 combattants du côté djihadiste en Syrie. Alors, bon, il est même précisé que ces gens se cacheraient dans les régions désertiques enfin, occuperaient jusqu'au tiers du pays. Alors, on ne comprend pas très bien. Vous savez, 400 000 personnes, ça mange du pain, ça boit du vin ou de l'eau, enfin, peu importe. Comment font-ils? La question. Alors, d'abord, personne ne sait avec précision combien ils sont, excepté les gens qui les financent. Du côté syrien, on estime que la présence djihadiste sur le territoire syrien est entre 200 et 250 000 hommes. Voilà, ça c'est une approximation de l'armée syrienne. Maintenant, il y a aussi des djihadistes en Irak, et il est possible que le total représente 400 000 hommes, c'est même tout à fait probable. Voilà. Mais ça serait le total entre les deux États. Mais 400 000 hommes, c'est tout de même un chiffre énorme. Enfin, je veux dire, ça équivaut presque à une armée de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes d'accord avec moi, je crois, non? Mais c'est absolument énorme. Mais il s'agit d'un conflit mondial qui se trouve sur deux États. Mais c'est un conflit mondial, puisque au début de la guerre contre la Syrie, 130 États et 16 organisations internationales participaient à ce conflit contre la Syrie. Alors aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux, évidemment, puisqu'ils savent qu'ils ne pourront pas vaincre. Et cette guerre a coûté déjà des sommes absolument gigantesques, qui se chiffrent par dizaines de milliards de dollars pour les principaux organisateurs. Absolument. Absolument, on vous rend raison, mais bon, on se posait juste la question, comment font-ils pour les financer? Parce qu'il faudrait des voies de ravitaillement, vous savez, toute une infrastructure logistique. Oui. Et qu'après le départ d'Erdogan, qui en fait maintenant leur refuse tout soutien, on se demande comment font-ils? Non. Il n'y a pas de départ de M. Erdogan du conflit syrien. M. Erdogan s'est engagé à empêcher le PKK et le PYG, c'est-à-dire les Kurdes de Turquie et de Syrie, de constituer un État au nord de la Syrie. Ça, il combat ces gens-là. Mais il ne combat absolument pas Daesh, il ne combat absolument pas les djihadistes. D'ailleurs, il n'y a eu aucune bataille entre eux. Lorsque l'armée turque a envahi la ville de Jarablus, qui était elle-même préalablement occupée par Daesh, il n'y a pas eu de combat du tout. Les troupes de Daesh se sont retirées, certains membres de Daesh ont simplement changé d'étiquette, ils ont abandonné l'étiquette djihadiste et ils ont dit qu'ils étaient l'armée syrienne libre, mais ce sont les mêmes individus. Et il y a eu en fait quelques accrochages à un moment entre l'armée turque et des djihadistes, et peut-être il y a eu une dizaine de morts il y a quelques jours, mais certainement pas plus que ça. Jamais la Turquie n'a cessé d'intervenir dans la guerre ici. D'accord, on a très bien compris. Et la toute dernière question, parce que le temps nous est malheureusement compté, et qu'on ne voudrait pas abuser aussi de, disons, le temps que vous nous accordez. Déjà, le canal devrait rester stable entre la Syrie et la Russie pour que l'on puisse finir notre entrevue. Il se trouve que, là, ce serait plutôt de l'ordre subjectif, ma question. Eh bien, il se trouve que l'Aïd, fête musulmane, a été fêtée par les djihadistes par un bain de sang
tout à fait pharaonique dans l'une des villes contrôlées. Ils ont abattu plusieurs dizaines de personnes donc dans un abattoir municipal, le tout soigneusement filmé, avec des détails aussi atroces, je dirais, que les journalistes suisses qui l'ont passé sur lesobservateurs.ch ont dit d'avoir tenu juste 10 secondes avant de déconnecter. Moi, je tenu un peu plus long que ça parce que je suis un ancien militaire, mais tout de même, je me demande à quoi bon filmer des horreurs comme ça si la population locale n'a pas accès à l'Internet et que si la population occidentale, en visualisant ces images, serait encore plus décidée de combattre l'islamisme. Qu'en dites-vous? C'est une stratégie mûrement réfléchie et parfaitement mise en œuvre par Daesh. Cette stratégie a été expliquée dans de très nombreux écrits depuis 2004, donc bien avant la création de Daesh, et on y explique l'usage qu'il doit être fait d'un terrorisme spectaculaire. Donc il faut savoir que, ainsi que je l'ai dit, Daesh, c'est au départ, s'appelait l'Émirat islamique d'Irak, ça a été créé par John Negroponte et développé par le général David Petraeus, puis c'est devenu Daesh en 2014, et ça a envahi à la fois l'Irak et la Syrie avec l'aide de l'armée des États-Unis qui a directement fourni du matériel militaire, et les finances ont été assurées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Bon. Mais cette organisation vise à créer sa forme de choc et de stupeur, comme font les États-Unis en utilisant des bombardements massifs quand ils ont pris Bagdad par exemple. Eh bien là, on crée le choc et la stupeur par l'usage du terrorisme. Ça n'a rien de nouveau dans la stratégie occidentale, et certainement vous avez vu le film Apocalypse Now. Bien sûr. C'était quelque chose qui se trouvait être commun pendant la guerre du Vietnam. Alors la guerre du Vietnam, ça n'est pas si loin, quoi qu'on en dise. Donc je ne vois pas ni ce qu'il y a de nouveau dans cette stratégie, ni ce qu'il y a de plus choquant que ce qui existait auparavant. Les images que vous voyez sont fabriquées par une société commerciale britannique qui a été créée par le MI6 et qui est installée elle-même à la fois à Londres, à Washington et en Turquie. Tout ça est mis en scène par des gens dont c'est le métier. On fait venir des metteurs en scène, je ne sais pas d'où, d'Angleterre ou des États-Unis, mais des gens spécialisés pour que il y ait à la fois une esthétique et une terreur qui frappent les gens qui regardent ça. Bon, c'est horrible. Je n'ai pas de commentaires parce que, en fait, c'est tout dit. Merci beaucoup Thierry Meyssan d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne continuité. On vous tire notre chapeau une fois de plus parce que vous trouvez vraiment sur la ligne de front en Syrie. On espère vous retrouver en chair et en eau lors de votre prochain passage à Moscou, ici même dans le studio. J'espère, enfin vous êtes déjà invité. Et bonne continuation pour tous vos écrits. Au revoir, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.